David Guiraud, bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise du Nord, merci d'être là. Louis Marguerite, bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance de Saône-et-Loire, merci également à vous d'être là. On va revenir à l'assurance chômage dans un instant, mais d'abord ce déficit plus important que prévu. Je vais vous poser une question simple, David Guiraud. La faute à qui? Au gouvernement? Moi, je vais vous dire des choses qu'on ne dit pas en ce moment dans le débat public. Donc, j'espère que tout le monde a accroché sa ceinture, parce que moi, j'observe quand même quelque chose. C'est que la France n'a quasiment jamais eu autant de rentrées fiscales de son histoire. D'accord ? Elle est riche comme jamais. Où va l'argent ? La question, elle est là. Où va l'argent ? L'argent de la TVA, par exemple, dont on nous parle là récemment, c'est plus de 200 milliards d'euros sur l'année 2023. C'est un argent, on n'a jamais atteint ces sommes, quasiment de l'histoire du pays. On imagine que l'argent a servi, notamment pendant la crise du Covid, à soutenir les entreprises, à d'autres choses comme ça, non ? Non. Regardez, je vous ai pris je sais pas si on le voit à l'écran. On va le voir, mais... Donc, en rouge, c'est l'argent de la TVA qui va dans le budget de l'État. Ce qui n'est pas en rouge, c'est-à-dire plus de la moitié, c'est de l'argent de la TVA qui ne va plus dans le budget de l'État. Vous savez, par exemple, quand Emmanuel Macron il est arrivé en 2017 en tant que président de la République, l'argent de la TVA allait dans 90% dans le budget de l'État. C'est-à-dire quand l'État récoltait 100 milliards d'euros, il y en avait 90 milliards d'euros pour lui et 10 milliards qui allaient autre part, parfois des mesures de solidarité ou autres. Là, c'est plus que 50%. C'est-à-dire que vous avez 100 milliards d'euros qui se volatilisent. Donc vous dites c'est la faute du gouvernement. S'il y a un déficit qui se creuse. Et je dis déjà, on n'a pas de problème de recettes. Il y a plus de 100 milliards d'euros qui sont partis où ? Qui sont partis dans le budget de la Sécu, dans le budget des collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que pendant des années, sous le mandat Emmanuel Macron, on a fait des exonérations de cotisations sociales. On a fait le CICE qu'on a balancé sur la sécurité sociale. Et comment on fait financer ça ? Avec l'argent de la TVA. On a supprimé des impôts locaux, des impôts de production, la taxe d'habitation pour les collectivités locales. Ça représentait l'argent en moins pour elles. Comment on a financé ça ? Avec l'argent de la TVA. Donc en fait, on fait financer avec l'argent que les Français payent au caddie, on fait financer avec l'argent des classes populaires et moyennes des mesures politiques qui sont des mesures qui favorisent le grand patronat de ce pays. Louis Marguerite. Oui, non, mais la démonstration de M. Guiraud est absolument passionnante. Ce qu'il oublie de dire, c'est que d'une part, à la fin, il y a quand même un déficit de toute la dépense publique. La dépense publique, pour que les gens aient en tête, c'est 1500 milliards. C'est plus de la moitié de ce qu'on produit, ce qui est généré comme richesse dans le pays. Et c'est un taux qui est très élevé parmi les pays de l'OCDE. On a un taux de dépense publique qui est très élevé en France. Et on a un déficit, ça a été évoqué en introduction, de 150 milliards. Donc à la fin, peut-être que des rentrées fiscales augmentent, et elles ont pas autant augmenté que ce qu'on aurait espéré. C'est ce qui explique le dérapage, en tout cas, le décalage. 21 milliards d'euros de recettes en moins en 2023. Absolument. Et par ailleurs, les dépenses, elles augmentent aussi, parce qu'il y a des dépenses de santé qui augmentent, parce que le prix des médicaments est plus élevé, parce que pour tout un tas de raisons. Et ce qui explique ce décalage par rapport aux prévisions, effectivement, il y a un décalage, et c'est ce qui nous oblige à être sérieux dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce décalage C'est lié notamment justement un manque de sérieux. Non, parce que on a basé le examen du budget en fin d'année dernière sur des hypothèses qui dataient de août, septembre, et qui à l'époque faisaient consensus, contrairement à ce qu'on dit. Parce qu'au mois d'août, il n'y a pas un économmiste qui disait qu'on n'était pas à 1,4 de croissance. On l'a révisé après. l'OCDE, le président de la, il y avait la Banque de France. Attendez, je vais vous le dire parce que on était OCDE. Non, ça a été vrai Banque de après. France. Non, ça a pas président de la Commission des finances. Je vous ai écouté. Monsieur Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques. Ça fait du monde, Et il y a eu effectivement, à partir du mois de novembre-décembre, des moindres rentrées fiscales par rapport à ce que nous espérions, pour une raison, c'est que l'inflation a reflué. Alors je sais que c'est pas ressenti par beaucoup de nos concitoyens qui nous écoutent, mais il se trouve... Moins qu'on puisse dire, Non, mais c'est vrai, y compris à commencer par mon département, c'est très clair. Pour autant, ça a plus rapidement reflué que ce qu'on imaginait, et donc il y a eu moins de rentrées fiscales, moins de cotisations qui sont rentrées dans la caisse de l'État. Donc à la fin, la démonstration sur la TVA, elle est passionnante, mais c'est juste qu'à la fin... Oui, parce que c'est l'argent des Français. Non, parce que ce qui compte à la fin, c'est les recettes et les dépenses. Et il se trouve qu'on a moins de recettes que de dépenses. Alors moi, je viens d'expliquer que, par exemple, sans aucune dépense supplémentaire, il y a 100 milliards d'euros. Justement, parce que c'était ma question, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les dépenses, on augmente les recettes, c'est-à-dire les impôts, Non, il n'y a même pas besoin de... Là, on a 100 milliards d'euros qui sont partis dans des politiques pro-entreprises, pro-grandes entreprises. Qui créent des emplois. Je pense... Non, monsieur, 100 milliards d'euros, et là, votre modèle économique est en échec. On pourrait juste prendre, mais disons, allez... Si vous voulez à la limite faire des politiques pro grandes entreprises, etc., libre à vous. Mais moi je vous dis dans ce cas-là, assumez politiquement de pas le faire financer par la TVA, c'est-à-dire de pas le faire financer par les petites gens, voilà, ceux qui galèrent quand le prix des pâtes augmente avec l'inflation et que la TVA rentre plus, pas par eux, mais par exemple les plus fortunés. Ça sera un choix. Mais après il y a autre chose, c'est que imaginons que vous avez raison. On est loin de la réalité, mais imaginons. Vous nous dites, du coup, il faut faire des économies. Alors on cible l'assurance chômage, vous en avez parlé, l'école, l'éducation, tout ce que vous voulez. Il y a quand même un truc, moi, qui m'étonne, c'est que la première mission du budget de l'État,
Elle s'appelle la mission remboursement et dégrèvement. C'est la mission des niches fiscales. Cette mission-là, c'est 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros. On nous dit qu'on prépare 50 milliards d'euros, c'est ça, d'économie. Bon. 140 milliards d'euros. Et dans ces 140 milliards d'euros, vous n'êtes pas capable d'aller chercher 1 centime d'économie. Vous voyez, donc en fait, on gratte dans les pupitres des salles de classe, on gratte sur les brancards des lits d'hôpitaux, mais par contre, 140 milliards d'euros qui sont distribués comme ça, on n'est pas capable de faire donc ça. Donc vous dites, on peut augmenter les recettes, mais il faut aller chercher au bon endroit. Et attendez, il y a encore pire là-dessus. C'est que non seulement vous n'avez pas fait d'économie sur les 140 milliards d'euros des niches fiscales, la plus grosse mission de l'État, mais en plus de ça, à la fin de l'année dernière, vous nous avez augmenté les crédits ouverts sur cette niche fiscale de plus 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que non seulement vous faites pas d'économie sur les niches fiscales, mais en plus vous augmentez les manques à gagner de l'État sur les niches fiscales. Oui, alors là, on est, je veux dire... Oui, Marguerite, comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mais en fait, il y a 3 grandes options. Le gouvernement dit qu'il ne veut pas augmenter les impôts. La première, oui. Mais je partage ce point de vue. La première option, c'est de laisser filer le déficit et la dette. Il y en a chez vous, c'est peut-être pas votre cas, Monsieur Guiraud, mais qui nous explique encore ce matin, je crois que c'était Manuel Bompard qui expliquait que on pouvait ne pas rembourser une partie de la dette. Je crois la dette Covid. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui tous les jours sur les marchés, et c'est pas que des grands financiers, nous prêtent. Ça peut être effectivement la Banque centrale, mais ça peut être aussi des institutions financières, etc., qui nous prêtent et qui nous prêtent parce qu'elles nous font confiance. Non mais si elle est détenue par qui, à quelqu'un. La dette Covid, elle est détenue par qui? Mais il y a pas une question de dette Covid. Elle est détenue par ceux qui nous prêtent. Centrale. Attendez. Elle est détenue par la Banque centrale européenne. C'est quoi la Banque centrale européenne? Elle est détenue par des tas d'investisseurs, que ce soit la Banque centrale. Non, la dette Covid. Je crois qu'il y a peut-être quelques spécialistes. La dette Covid, elle est aux 3/4 même plus, je pense, détenue par la Banque centrale européenne. Donc la Banque centrale européenne, monsieur, c'est quoi? C'est l'ensemble des banques nationales. Donc en fait, c'est la banque qui refuse. La dette Covid, vous savez par qui elle est détenue? Par nous, par la France. Donc oui, effectivement, on peut annuler parce qu'on est notre propre. Finissez votre raisonnement et dites-nous surtout comment on fait pour régler ça. Et c'est ce que propose Monsieur Guiraud, mais je l'entends, à la limite ça fait sens. Mais nous, on pense que c'est une mauvaise méthode, c'est d'augmenter les impôts. Ce que Monsieur Guiraud pointe, vous avez dit, il faut aller chercher les niches fiscales. Mais en fait, réduire les niches fiscales, et je dis pas que c'est très lisible, ça c'est vrai, c'est pas toujours très lisible. Mais je le reconnais, mais ça, c'est de la faute de tout le monde, gauche comme droite. Non, pas de la mienne. Personnellement, je suis pas. Non, mais peut-être. Je vous l'explique. Et ça, c'est augmenter les impôts. Ben nous pensons qu'il ne faut pas augmenter les impôts. Non. Troisième point, on fait ce que nous avons commencé à faire. Je vais juste faire. Troisièmement, et c'est pas toujours simple. Je suis d'accord, mais on fait ce que nous avons commencé à faire, ce que le gouvernement a commencé à faire au mois de février et au mois de mars, c'est-à-dire effectivement faire attention en faisant des moindres dépenses sur un certain nombre de dépenses qui sont un peu effectivement pas toujours efficace. Je prends l'exemple, c'est pas toujours simple. Par exemple, la franchise des médicaments, c'est pas très populaire d'expliquer qu'on va. Je prends donc d'abord. Enfin, donc vous avez décidé de chercher l'argent sur les questions de l'assurance maladie et de l'assurance chômage. Pas uniquement. Il faut que ce soit le moins douloureux possible. Je prends cette mesure parce qu'elle est pas toujours simple à défendre. Populaire. Mais bien sûr. Mais il faut avoir le courage aussi d'expliquer ce qu'on fait. D'abord, on préserve ceux qui ont des affections longue durée. Donc, je rappelle, il y a des systèmes de double franchise. Donc, pour ceux qui ont des médicaments. Très bien. Donc, attendez, je vous explique, Monsieur Guiraud. C'est pas à vous, j'essaie d'expliquer, c'est à ceux qui nous écoutent. En revanche, pour ceux qui ont effectivement achètent 2, 3, 4 fois dans l'année des boîtes des médicaments, une franchise qui n'avait pas augmenté pendant 8 ans. Pour que tout le monde comprenne. Et qui n'existait pas à un moment donné. Non, mais qui n'a pas augmenté pendant 8 ans. On peut se poser la question si on peut passer de 50 centimes à 1 euro. C'est ça le point. Donc on regarde effectivement comment que ce soit le moins douloureux possible. Vous rassemblez majorité opposition, c'est la proposition du MoDem sur les super profits. Oui, alors ça oui, c'est vrai. Mais là j'entends moi ce que j'entends, ça serait à se tordre de rire si c'était pas aussi grave pour les Français ce que vous disiez. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de pinailler sur les boîtes de médoc qui cacheraient dans leur, etc., tel ou tel médicament, etc., alors que moi, je vous dis, il y a 140 milliards d'euros qui sont disponibles. Et quand vous me dites, monsieur... Bruno Le Maire a dit c'est pas open bar, aujourd'hui, sur les médicaments. C'est open bar, 140 milliards d'euros. Non, sur les boîtes de médicaments, il a dit aux Français, c'est pas open bar. Vous faites une confusion, mais d'ailleurs, je pense que vous faites exprès. Vous dites, si jamais il y a moins de niches fiscales, c'est augmenter les impôts. Non, monsieur. Un crédit d'impôt, c'est pas une augmentation d'impôt. C'est que l'État, à un moment, décide volontairement à la fin, on paye plus. Pour une boîte. Mais attendez, le crédit impôt recherche, qui est la première niche fiscale de ce pays, avant que le CICE ait été balancé dans la sécu sociale et qu'on fasse financer le CICE par la TVA des Français. Bon, 60 milliards d'euros. Avant de faire ça, mais le crédit impôt recherche, il profite à qui? Il profite aux boulangers du coin? Non. Est-ce que vous avez des fleuristes qui touchent le crédit impôt recherche? Non. Est-ce que vous avez des PME qui touchent le crédit impôt recherche? Non. D'ailleurs, on avait proposé à l'Assemblée nationale de recentrer le crédit impôt recherche juste sur les PME. Alors c'est qui? C'est les grandes boîtes. Notamment Sanofi. Sanofi,
qui touchent des milliards d'euros du crédit impôt recherche pour ensuite licencier des salariés dans la recherche. Il y a eu des mobilisations à ce sujet au dernier quinquennat. On a compris Donc, votre proposition. Non, mais vous voyez, ce qui est fou, c'est que... Mais venez-en à la proposition du MoDem et dites-nous ce que vous en pensez avant d'entendre Louis Marguerite sur les super profits. Est-ce que taxer les super profits, bon, vous n'êtes pas contre à la France Insoumise? Ah ben on l'avait proposé d'ailleurs, on l'avait proposé depuis longtemps. Les profits tout court d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Mais déjà les super profits, parce que si vous voulez, faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, vu que l'argent de la TVA il a été balancé comme ça à moitié dans d'autres sujets que celui du budget de l'État, qu'est-ce qui reste à l'État français pour se financer? Il reste l'impôt sur les sociétés. Vous êtes dépendant en fait d'une situation où justement les super profits des entreprises, les dividendes, les bénéfices qui ont été versés comme jamais auparavant, vous permettent aussi en fait, mais ces super profits sont faits sur le dos des Français, hein. Je veux dire, c'est pas de l'argent, il y a pas d'argent magique, hein. Donc vous bénéficiez de cette situation pour engraisser les caisses de l'État, mais vous rendez pas cet argent aux Français. Non. Alors les super profits, Louis Marguerite. Super profits. En une minute parce qu'on arrive au En terme. une minute simplement. Il y a un sujet sur ce qu'on appelle les rentes inframarginales. Je veux pas être excessivement technique, mais sur les énergéticiens. Je rappelle qu'on a été un des pays à avoir poussé ce sujet-là au niveau européen, et effectivement, elle a rapporté moins que ce qu'on pensait. Donc moi, je suis ouvert à ce qu'on ait une discussion sur l'assiette, c'est-à-dire augmenter ce rendement-là. En revanche, d'une manière générale, les profits des autres entreprises, d'abord, il y a une grande partie de ces profits qui sont pas réalisés en France, et comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays européens, ces taxes ne rapportent jamais autant que ce qu'on imagine qu'elles rapportent. Donc moi, je pense que c'est Écoutez, on a qu'à prendre la moitié, moi ça me va. La fausse bonne idée, c'est la fausse bonne idée du moment. Et par ailleurs, moi, je précise, Les super profits, c'est la fausse bonne idée du MoDem, alors. Mais en tout cas, on pourra avoir ce débat, mais en tout cas, moi, je fais pas partie de ceux qui pensons que donc c'est une la bonne idée. majorité n'ira pas vers ça, selon vous? On verra, on aura cette discussion. Ça fait débat au sein de notre majorité. Mais moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et pour une raison simple, c'est que vous jetez en pâture certaines des entreprises qui, il y a 10 ans, pas vous spécialement, mais certains de vos amis, et qui, il y a 10 ans, n'étaient pas en situation de dégager des profits. Donc moi, je suis quand même content qu'elles dégagent des profits maintenant, alors qu'elles n'ont dégagé pas. Non, je parlais pas de Sanofi. Vous parlez des boîtes de médoc des gens. Mais rien à voir, je parlais pas de Sanofi. Vous êtes capable de dire, on va faire des super profits. Parce que je trouve ça très parlant comme exemple. Vous êtes en train de dire sur les boîtes de médicaments des gens qui cachent dans leur tiroir parce qu'ils en ont deux. Vous mélangez les deux sujets, ça n'a rien à voir. On va faire des économies là-dessus. J'ai expliqué une dépense qui est un peu difficile à défendre. Par contre, le premier fabricant pharmaceutique qui touche des milliards d'euros d'argent public, lui, vous n'allez pas lui demander un seul centime d'effort fiscal. Vous voyez, c'est ça la différence entre vous et moi. C'est que des impôts. Moi, avec zéro argent d'investissement, je les défends pas particulièrement, mais paye des impôts, monsieur Guiraud. Demander de faire des efforts. Ne faites pas croire aux gens qui ne payent pas d'impôts. Ne faites pas croire aux gens qui ne payent pas d'impôts, ces entreprises. Milliards d'euros de la mission d'écrasement et remboursement, c'est-à-dire des niches fiscales. Merci, messieurs, d'être venus débattre ce soir en direct sur France Info. On va encore